Au plaisir de vous retrouver pour la rétrospective des faits ayant marqué cette semaine sur Évasion Guinée. Tout d'abord, cette situation qui est toujours confuse et inquiétante à Zélékoré, au cœur de la région forestière. Des affrontements violents depuis lundi déclenchés dans le village de Koulé entre deux communautés se sont répandus dans la ville de Zélékoré, se transformant malheureusement en un théâtre de destruction d'édifices privés et publics. Des églises et mosquées auraient payé des frais et des personnes ont été tuées. L'inquiétude a gagné crescendo les populations avec cette tournure. À cette occasion, notre reporter Mamadi Kamisoko a joint au téléphone une habitante de Zélékoré, suivie. On nous informe que des affrontements sont toujours en cours en Zélékoré. Et dites-nous aujourd'hui comment se présente la situation sur le terrain. La situation est devenue plus compliquée. Oui. Les gens ne font que casser les mosquées et les églises. Donc les gens se sont mobilisés, se sont déplacés partout pour venir saccager les lieux sacrés comme tels que l'église et la mosquée. Est-ce que vous avez des informations sur le nombre d'églises ou de mosquées qui ont été saccagées? La mosquée qui a été saccagée chez nous ici à Pama 1, il y a une mosquée. Il y a une église à côté du stade du 3 avril qui a été saccagée aussi. Et on nous a appris aussi qu'il y a eu des cas de mort. Est-ce que ça se confirme là-bas? C'est Koulé qui a causé tout ça. Et on a tué un jeune qui a Koulé en disant qu'il est voleur. C'est qui a causé le problème là. Ça a aggravé. Je viens même d'apprendre que les Konyanké de Béla se sont révoltés encore. Ils ont même brûlé une église. Et les guerriers qui sont là-bas, ils ont brûlé aussi leur mosquée. La mosquée qui se trouve à Béla. Par rapport à la situation, il y a une mission qui a été dépêchée sur le terrain, je crois, conduite par le ministre Claude Pivi. Et aujourd'hui, est-ce qu'il est en train de faire des démarches sur le terrain pour rapprocher les différentes parties? Oui, mais ils se sont dirigés directement vers Koulé. Donc, ils sont allés à Koulé, mais la situation de Zélékoré ne s'est toujours pas stabilisée. Pas du tout. La situation devient plus en plus grave. Voilà, aujourd'hui, en tant que citoyenne de Zélékoré, est-ce que vous avez un appel à lancer aujourd'hui? Bon, l'appel que je dois lancer, citoyen de Zélékoré, c'est l'entente, rien que l'entente. On doit se donner la main, se mobiliser, calmer la situation. C'est la meilleure des choses. Saccager des lieux sacrés, ce n'est pas la solution. Madame, merci. Et merci beaucoup. Justement, cette situation dans la ville de Zélékoré a aussitôt interpellé le président de la République qui a fait une déclaration. Professeur Alpha Condé a appelé les deux communautés au calme, les exhortant à la retenue pour éviter le pire à cette nation. On écoute le chef de l'État. Mes chers compatriotes, depuis quelques jours, la ville de Zélékoré connaît des événements qui ont malheureusement causé des pertes en vie humaine, des blessés et des dégâts matériels importants. Face à cette situation, j'appelle les populations au calme. Tout en présentant mes condoléances aux familles des victimes ou blessés, je condamne ces actes. Je tiens à rassurer l'ensemble de la nation et particulièrement la population de Zélékoré que le gouvernement a pris toutes les dispositions pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Car dans un état de droit, les citoyens ne doivent pas se rendre justice eux-mêmes. Il faut faire confiance à nos traditions et à la justice de notre pays. Je m'adresse particulièrement aux sages de Zélékoré qui ont fourni beaucoup d'efforts pour amener le calme dans la cité. Je voudrais ici remercier particulièrement le patriarche dont le courage et la tolérance ont été remarquables. Je vous rassure que toute la lumière sera faite pour identifier et traduire devant les tribunaux les auteurs ou personnes responsables qui répondront de leurs actes. Ces événements malheureux interviennent à un moment où notre pays s'achemine vers des élections dans les prochains mois, des élections législatives libres, transparentes et inclusives. J'invite les Guinéennes et Guinéens à demeurer unis et d'éviter qu'un esprit de division ne gagne nos communautés qui n'aspirent qu'à vivre ensemble dans la paix, la concorde et la sérénité. En ce mois saint de Ramadan, je terminerai mon propos en appelant chacun d'entre nous à œuvrer pour que la Guinée demeure une nation fraternelle, unie, indivisible. Je vous remercie.
Dans cette même foulée, le programme de prévention des conflits et des crises en Guinée a présenté cette semaine la cartographie des violences en Guinée. Le document a été présenté aux autorités du pays à l'occasion d'une rencontre qui a mobilisé plusieurs membres du gouvernement, des institutions nationales et internationales, ainsi que la société civile et les médias. Compte rendu Ben Oumar Silla. Le document sur la cartographie des conflits en Guinée comporte 116 pages présentées aux autorités. Élaborée par des experts étrangers et nationaux, cette cartographie servira d'outil technique pour l'élaboration d'une stratégie nationale de prévention des conflits dans le pays. J'aurais bien voulu aujourd'hui que le message soit vraiment le message de dire comment faire en sorte que toute action qui est entreprise par nous tous soit l'action qui vise sur une Guinée unie et une Guinée indivisible. Les défis de formulation des programmes de prévention des conflits résident fondamentalement dans l'identification des causes profondes des facteurs de conflit. Une bonne analyse de ces causes structurelles ou profondes permet de répondre efficacement aux défis du moment et de mettre en place des mécanismes de prévention. Après la présentation d'un sketch pour promouvoir l'unité nationale, l'autorité a appelé les Guinéens à l'esprit de tolérance avant de condamner les violences en cours dans la région forestière. La recrudescence des violences et des conflits de tous ordres constitue une menace sérieuse pour l'édification d'une paix durable et le renforcement de l'unité nationale. Je voudrais à cet effet interpeller l'ensemble des citoyens et citoyennes à un esprit de tolérance, de pardon et de l'unité nationale pour sauver notre nation de violences et guerres fratricides qui ont eu lieu dans les pays voisins. Les thèmes développés dans ce document sont axés sur la gestion non seulement des manifestations publiques, mais aussi des préjugés ethniques, ainsi que les conflits fonciers et la gestion des ressources minières et agropastorales. Le document identifie 21 conflits en région forestière. Justement, la publication de la cartographie des conflits en Guinée coïncide avec des affrontements dans la région au sud du pays. À législative, on en parle dans ce magazine avec la réouverture des CARL pour une période de 15 jours, selon un accord politique signé le 3 juillet dernier entre les acteurs politiques du pays. Au cours de cette révision complémentaire du fichier électoral, il sera aussi question de corriger les erreurs qui se sont glissées lors de la précédente révision. Pour en savoir plus sur cette reprise, une de nos équipes de reportage a sillonné cette semaine certaines communes de Conakry pour se rassurer de la réouverture effective des CARL. Reportage Saran Camara. En principe, les opérations de révision des listes électorales devaient débuter samedi dernier. Mais sur le terrain, les choses sont relativement confuses. Certaines CARL ne sont toujours pas ouvertes à midi et dans d'autres, les électeurs arrivent à compte-gouttes. Depuis la reprise du samedi jusqu'à date d'aujourd'hui, on n'a pas eu de citoyens. Peut-être c'est pas manque d'informations. Depuis hier, on a licencié à peu près 6 personnes. Interroger les responsables des CARL évoque des problèmes d'ordre logistique. L'une des raisons de la reprise effective chez certains. Par contre, d'autres, à défaut d'enrôler, se livrent à autre chose. On est venu, on a trouvé que la batterie est déchargée. Donc on a fait appel aux représentants de la CC, mais jusqu'à présent, rien n'est fait. Chez nous ici, comme nous avons une panne sur la caméra, tous ceux qui viennent pour l'inscription, nous les renvoyons dans les autres cartes. Mais ceux qui viennent pour la révision avec leur ancienne carte d'électeur, nous les prenons. S'il y a des modifications à faire, nous modifions ces informations. Après, on imprime un récépissé, on lui remet. Moustapha Silla est citoyen de Kaloum. Il compte se faire enrôler et voter pour la première fois, d'où sa motivation à remplir les conditions recommandées. Je suis venu me recenser, mais je n'ai pas une pièce. On m'a dit d'aller chercher ça. J'ai mon carte d'identité scolaire. Je vais envoyer ça. Contrairement à lui, c'est le désespoir chez certains électeurs. Je suis venu pour enrôler ici, mais j'entends de dire ici, il y a des pannes, les machines ne s'entendent pas bien, il y a tous les petits problèmes.
Sur le terrain, depuis la reprise de la révision des listes électorales, les représentants des partis politiques disent être vigilants et remontent au fur et à mesure les anomalies constatées. Depuis que nous avions été affectés dans ce cadre, nous avons remarqué beaucoup d'irrégularités, telles que l'appareil photographique est en panne. La période de prorogation de la révision des listes électorales devrait durer 15 jours. Le CNT a procédé cette semaine à la présentation du rapport synthèse de l'intercommission sur la convention de partenariat public-privé pour la promotion immobilière, une convention signée entre la Guinée et une société espagnole de promotion immobilière et de construction. La convention vise la réalisation de projets de construction de logements et autres infrastructures sociales. Explication Diao Bachir. L'adoption et la ratification de cette convention sur la promotion immobilière a pour objet de définir un cadre de partenariat public-privé pour le financement et la réalisation de projets de construction de logements, d'hôtels, de bureaux, d'écoles, d'hôpitaux et autres infrastructures de base destinées à la vente, à la location et à l'exploitation à Conakry, Koya, Dubreka et Forikaria. Ces projets seront réalisés grâce à la convention signée le 17 mai 2013 à Conakry entre le gouvernement guinéen et la société espagnole Guinimar Grandioso Promosao Immobiliera in Construcos, dont le coût global est estimé à 5 milliards de dollars américains. Cette convention rentre dans le cadre de la réduction du déséquilibre qui existe entre la forte croissance démographique que notre pays connaît actuellement et la faiblesse des infrastructures socio-économiques qui limitent considérablement la valorisation du potentiel de nos villes en matière de développement. Ce projet vise la modernisation des villes de Conakry, Koya, Dubreka et Forikaria. Le rapporteur de l'intercommission estime que ce projet soumis au CNT semble engager la Guinée dans une véritable politique d'urbanisation cohérente et de gestion intelligente de la population urbaine. Quant au ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Construction, il a d'abord rappelé les projets d'urbanisation en cours d'exécution ou de financement engagés par le gouvernement avant de mettre un accent sur la portée socio-économique de ce projet pour le pays. Il est prévu que les premières actions de ce partenariat viseront à réaliser en 2 ans 2 nouveaux centres administratifs et d'affaires équipés centre émetteur et à Lambangui plage, sur des périmètres de 18 hectares et 650 hectares respectivement, soit au total le double de la superficie de la commune de Kalou. La réalisation de ce projet devrait permettre, entre autres, la création de près de 20 000 emplois directs, temporaires et permanents par la formation des jeunes et le transfert des compétences. Coopération cette semaine aura été marquée par la signature d'un accord de financement 13 millions de dollars américains pour assainir et donner de l'eau à Conakry à 9 autres préfectures de l'intérieur. Le financement de ce programme est assuré par le gouvernement néerlandais à travers l'UNICEF. L'accord a été signé au ministère de la Coopération en présence des départements concernés. Alpha Omar Barry pour plus de détails. Réputé être l'un des ministères clés de la gouvernance du professeur Alpha Condé, le département de la coopération internationale veut faire de la transparence et de la communication son cheval de bataille. Ce lundi, le chef de ce département était face à la presse pour confirmer ce qu'on dit de lui. Moustapha Koutoubou Sanou, entouré des cadres de son ministère, a dressé le bilan de son département au compte du premier semestre 2013. Un bilan dont il s'enorgueillit puisque selon lui, 63% des actions planifiées ont été réalisées. En termes de mobilisation de fonds, plus de 850 milliards de francs guinéens ont été obtenus et financés vers les secteurs sociaux de base. Il y a plus de 200 forages que nous avons pu réaliser à travers le SNAP et que nous avons trouvé le financement de ces forages à travers nos coopérations bilatérales et souvent multilatérales. Tous les projets de forage que vous entendez aujourd'hui dans ce pays, le financement est de la coopération internationale. L'accès aux médicaments de paludisme dans tous les hôpitaux, sauf si vous trouverez même dans les marchés, c'est gratuit. Cela c'est le financement de USAID. Mais malheureusement que souvent vous trouverez certains de ces médicaments en vente dans les pharmacies ou dans les marchés. Dans le cadre de la construction des écoles, il est prévu que d'ici la fin de l'année, il y aura des centaines de milliers de classes pour désenglaver ce que nous avons aujourd'hui.
Cette rencontre a aussi permis au ministre de la Coopération de faire le tour d'horizon de toutes les autres actions menées par son département. C'est le cas, par exemple, de la réhabilitation des cantines scolaires dans les préfectures de l'intérieur du pays qui ont permis aux enfants des paysans de pouvoir étudier sans crainte. Les cantines scolaires, pour les enfants qui sont dans les zones difficiles, et l'accès est très difficile. Imaginez que vous avez une fille, vous avez un enfant, un garçon, dans les villages où les parents sont obligés d'amener les enfants avec eux quand ils vont dans les champs. Les cantines scolaires ont permis aux parents, c'est pas la peine, il ne faut pas avoir peur à vos enfants. Quand un enfant va à l'école, il va manger là-bas. Il y a aussi l'UNICEF, comme vous avez. On a vu des vaccinations pour les enfants. Selon le ministre Moustapha Koutouboussanou, des centaines d'écoles seront construites et livrées avant la fin de l'année. Un forum sur l'aide est également en perspective pour dire que l'aide doit nous permettre de se passer de l'aide. Autre fait marquant, c'est la présentation du budget de la ville de Conakry pour l'année 2013. Il s'élève à plus de 37 milliards de francs guinéens. Ce budget, comparativement à l'année dernière, est nettement revu à la hausse. Il a été voté lundi à l'occasion d'une session du conseil de ville tenue au gouvernorat de la ville de Conakry. Benoît Marsila. Tenue sous l'autorité du gouverneur de Conakry, président du Conseil des villes, cette session a mobilisé 36 membres statutaires du gouvernorat de la ville de Conakry. Les communications portaient sur la sécurité, l'assainissement et l'examen du budget annuel. Pour cette année 2013, la session a voté un budget qui s'équilibre en recettes et en dépenses à plus de 37 milliards de francs guinéens, un budget revu à la hausse, soit 2 milliards comparativement à l'année dernière. Le budget primitif 2013 et le compte administratif 2012 en équilibre à la somme de 37 milliards 76 055 250 francs. Cette rencontre a été une occasion pour le gouverneur Sekouresco Kamara de dénoncer l'évincement de certains services du gouvernorat par leur département de tutelle. La protection civile, la direction régionale de TP, la direction régionale des douanes continuent à échapper au contrôle de la ville, soit parce qu'elles sont annexées par leur ministère de tutelle, soit par la volonté délibérée des responsables de ne pas respecter l'orthodoxie, la déconcentration. C'est pourquoi la ville de Conakry ne remplit pas convenablement ses missions. Beaucoup de nos ressources nous échappent à travers cette situation, notamment les ressources financières. Les services centraux ont tour à tour fait des communications sur la problématique de leurs services. La mise en place d'un projet de police de proximité, ici nous appelons police communale, qui est un instrument de sécurisation préventive, primaire et dissuasif, qui viendrait combler le vide entre les communes et le niveau domestique. Le budget 6 juin révisé plus d'une fois, destiné à la mise en place de cette structure, s'élève aujourd'hui à 7 milliards 782 90 000 francs guinéens. Les difficultés du service sont nombreuses et sont entre autres conflits de compétences avec d'autres services sur le terrain, l'indiscipline de certains agents à l'endroit des citoyens, le manque de logistique et de soutien moral, sédentarisation des chefs de section dans les communes. Les conseillers ont échangé et ont fait des propositions relatives à la mise en œuvre du projet de police de proximité, de l'implication des femmes dans l'assainissement et l'application par le gouvernorat le SMIC sur les salaires. La semaine qui s'achève a connu également le lancement d'une opération de distribution de vivres dans certains quartiers de Conakry. C'est une initiative de la première dame de la République avec 650 sacs de riz et 600 bidons d'huile végétale. Adja Djene Kaba vient ainsi en aide aux personnes démunies en cette période de soudure. Mohamed Malik Diallo. Plus de 30 tonnes de riz et 600 bidons d'huile végétale, c'est le don que fait la première dame de la République aux personnes démunies de certains quartiers de Conakry. Ce geste humanitaire de Adja Djene Kaba vise à alléger le panier de la ménagère en cette période de soudure. La première dame, chaque année, comme vous le savez, elle distribue des vivres aux populations. L'année dernière, c'était d'autres quartiers et cette année aussi, elle en a fait une institution pour que chaque année, elle vienne en aide aux démunis.
À travers sa fondation pour la promotion de la santé maternelle et infantile, la première dame offre ainsi le sourire et la joie aux personnes bénéficiaires. Et ce geste est aussi un soulagement pour leur famille. Vraiment, c'est une bonne chose, une très bonne chose, et nous l'encourageons beaucoup. Nous savons ce qu'ils sont en train de le faire, ils le font dans l'intérêt du peuple de Guinée. Ça, c'est une preuve bien concrète. Le fait que Madame la Première Dame a envoyé ce d'arrêt pour la population, ce n'est pas une surprise. Parce que déjà, la vision du professeur Alpha Condé, c'est pour aider le bas peuple. Justement, pour aider le bas peuple, plus d'une centaine de sacs de riz auraient été distribués à ce jour dans les quartiers de Mafanko, Landrea, mais aussi Boulbinet et Bonfi. Nous ne pouvons que la remercier. Surtout le mois saint de Ramadan. Ce qu'elle a fait, c'est trop. Alors nous la remercions très infiniment. Déjà, je dirais les mots me manquent parce que avoir invité par exemple une première dame ce matin en me disant que je viens vers votre population pour y faire des cadeaux à propos de Ramadan, cela me fait plaisir. Je suis très ému, je suis très content. Une action humanitaire hautement appréciée par les heureux bénéficiaires. D'ailleurs, elle doit se poursuivre dans d'autres quartiers de la capitale durant ce mois saint de Ramadan. Et justement, en parlant de Ramadan, cette semaine, les prix des denrées alimentaires devant être revus à la baisse en ce mois saint. Seul le prix du kilo de viande est respecté. C'est le constat fait après avoir sillonné certains marchés de la capitale. Cela malgré des dispositions prises par le gouvernement pour alléger le panier de la ménagère. Mania Kondé. Pour alléger le panier de la ménagère en ce mois saint de Ramadan, les prix de certains denrées alimentaires ont été fixés par le gouvernement à travers un protocole signé avec les commerçants. Les prix des denrées comme le carton de poisson frais, de poulet, de kilos de viande devraient être revus à la baisse. Malheureusement, dans certains marchés de la capitale, la réalité est tout autre. C'est le cas du marché kényan où le prix d'un carton de poisson varie entre 280 à 400 000 francs. Le prix du poisson est cher dans les marchés. Avant le mois de Ramadan, on achetait le carton entre 200 000 et 250 000. Actuellement, on achète le carton entre 280 000 et 400 000. Nous demandons à ce que les autorités viennent en aide. Comme le poisson, le prix du carton de poulet n'a pas baissé au marché de Taouya et à Concassère. Le carton de poulet coûte cher. Nous l'achetons à 175 000 francs. Nous voulons que le prix soit à 150 000. C'est ce qui nous arrange. On achète les cartons à 175 000. On dit à un premier prix 200 000. 190 000 on revend. Le prix que nous avons ici, c'est l'ancien prix. Et puis on n'a pas augmenté ni diminué. Quant à la niche de pain recommandée à 1500 francs, elle est vendue à 2000 francs au marché d'Elbe. Nous ici, nous vendons le pain à 2000 francs. Nous le prenons à 1500 francs au four pour revendre à ce prix pour que nous puissions gagner la dépense. Seul le prix de la viande s'avère respecté. Le kilo est vendu à 30 000 francs dans tous les marchés fréquentés. Un soulagement pour la population. Depuis que le gouvernement a décidé qu'on vende la viande à 30 000 francs pour le mois de carême, nous on a continué de vendre à 30 000 francs un kilo de viande. J'ai acheté à 30 000. D'habitude c'est à 32 000, maintenant c'est à 30 000. Ils ont diminué. Je ne sais pas si c'est à cause du mois de carême ou quoi. On espère que ça continue comme ça. Comme de coutume en Guinée, on assiste à chaque mois de Ramadan à la flambée des prix des denrées alimentaires dans les marchés. Sur le plan éducatif, cette semaine aura été marquée par la publication des résultats des examens nationaux. Il faut dire que le taux d'admission aux examens session 2013 du premier et second cycle sont nettement supérieurs à ceux de l'année dernière. Une amélioration qui s'explique notamment par des actions engagées par le département de l'enseignement préuniversitaire pour relancer le niveau du système éducatif guinéen. Fanta Conté. Ce mercredi, les candidats aux différents examens nationaux ont été fixés sur leur sort avec la publication des résultats. Ils étaient au total 792 892 candidats à avoir affronté ces épreuves sur toute l'étendue du territoire national. Selon les statistiques, sur 250 153 candidats à l'examen d'entrée en 7e, 160 168 ont été admis, soit 64,3%. Au BEPC, 56,744 admis,
sur 131 328 candidats, soit 43,21%. Et au compte du bac unique, toutes options confondues, sur 87 304 candidats, 30 288 ont été admis, des résultats jugés nettement supérieurs à ceux de l'année dernière. Le grand motif de satisfaction constaté est que les candidats eux-mêmes ont accepté d'être correctement évalués en ne comptant que sur leurs propres efforts. Cela se justifie éloquemment par le nombre très réduit des cas de fraude constatés pendant ces examens. Le département a cependant déploré le nombre très élevé des cas d'abandon des candidats libres pendant cette session. Pour remédier à cette déplorable situation, des instructions expresses seront données au Service national de l'enseignement à distance et au Service national de la formation et du perfectionnement du personnel pour la mise en place d'un dispositif de formation efficace de cette catégorie de candidats. Cette amélioration est le fruit des actions entreprises par les autorités du département de l'enseignement préuniversitaire depuis l'avènement de la Troisième République, parmi lesquelles la tolérance zéro aux examens, la formation continue des enseignants et l'instauration des évaluations mensuelles dans les établissements. Le combat engagé par notre gouvernement à travers mon département vise à faire de l'école guinéenne une école moderne, une école compétitive. La victoire dans ce combat passe par l'engagement de tous au service du changement qualitatif dont nous avons tous tant besoin. Malgré ces efforts, il faut dire que le système éducatif guinéen reste confronté à beaucoup de difficultés, notamment le manque criard d'enseignants qualifiés, les pléthores dans les salles de classe et la démission parentale dans l'éducation des enfants. Autre fait de l'actualité de la semaine qui prend fin, le héros de la lutte anti-apartheid dans l'Afrique du Sud a célébré jeudi 18 juillet son 95e anniversaire dans son lit d'hôpital de Pretoria, une journée qui a coïncidé à la célébration du Mandela Day. En Guinée, l'ambassade de l'Afrique du Sud a offert des cadeaux aux enfants souffrant de cancer au CHU Donka, une visite mise à profit par le représentant de l'ambassade sud-africaine d'annoncer que Nelson Mandela fait des progrès. Le point avec Fali Gilavugui. La journée Mandela est célébrée cette année dans un contexte particulier puisque le prix Nobel de la paix de 1993 est toujours hospitalisé. Ce jeudi, une délégation de l'ambassade de l'Afrique du Sud en Guinée était au chevet des malades du CHU de Donka. Elle a offert à l'occasion du Mandela Day des cadeaux aux enfants, des services de cancérologie et de pédiatrie. Un geste qui vise à donner un sourire aux tout petits malades. Motivation is coming from what Nelson Mandela said. La motivation vient de Nelson Mandela qui nous a demandé que tout le peu que chacun a, cette personne essaie de donner aux personnes qui sont démunies. Ce dont tombe à pic et les bénéficiaires ne tarissent pas d'éloges à l'endroit de Mandela, figure de la lutte contre les discriminations raciales et pour la liberté. Je suis très content pour le don octroyé aux enfants en ces jours solennels dédiés à Nelson Mandela. Le message que je puisse avoir, c'est partager la peine et prier Dieu pour qu'il puisse lui donner la santé. On remercie l'ambassade de l'Afrique du Sud d'avoir pensé à nous. Il nous a apporté des dons. Nelson Mandela était une personnalité qui a beaucoup lutté pour la libération du continent africain. Actuellement, il est hospitalisé. On le souhaite prompt rétablissement pour qu'il retrouve sa santé. Le représentant de l'ambassade de l'Afrique du Sud en Guinée annonce que la santé de Madiba fait des progrès constants. La fille de Nelson Mandela lui a rendu visite ce matin et elle a déclaré à la presse que Nelson Mandela a commencé à répondre au traitement, mais l'état est toujours critique, comme dans le terme jargon médical. L'humanité rend hommage à Nelson Mandela. Chacun est invité à donner 67 minutes de son temps pour la communauté et pour de bonnes œuvres. Ce nombre 67 parce que Mandela aurait donné 67 années de sa vie au bien commun. Condamné en 1963, Madiba a passé 27 ans incarcéré à Robben Island. Depuis 1944, le héros de la lutte contre l'apartheid s'est engagé dans le combat pour la justice, la non-violence et la paix. Nelson Mandela célèbre ce jeudi 18 juillet 2013 son 95e anniversaire dans son lit d'hôpital.
Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette rétrospective. Merci de l'attention. Rendez-vous sur la toile, le www.groupeevasionguinée.info. Bon début de semaine à tous et bonsoir.